Lorsque le nom de Michel Platini est prononcé, les souvenirs remontent immédiatement à la surface. Pour les plus anciens, il représente une époque où le football français cherchait encore sa place parmi les grandes nations. Pour les générations suivantes, il demeure ce numéro 10 élégant, capable de ralentir le temps, d'observer le terrain et de trouver une solution que personne d'autre n'avait imaginée. À 71 ans, Michel Platini reste l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du sport français. Pourtant, derrière les trophées, les images de victoire et les acclamations des stades se cache le parcours d'un homme qui a dû lutter contre les doutes, les critiques et les limites que les autres voulaient lui imposer. Michel-François Platini, né le 21 juin 1955 à Jeuf, une petite ville ouvrière de Meurthe-et-Moselle. Il grandit dans une famille où le football occupe une place centrale. Son père, Aldo Platini, est joueur puis entraîneur. Très tôt, Michel comprend que le ballon n'est pas seulement un divertissement. Il est un langage, un moyen de s'exprimer et peut-être une porte ouverte vers un avenir différent. Dans les rues et sur les terrains modestes de Lorraine, le jeune Platini développe une relation particulière avec le ballon. Il n'est pas le plus rapide ni le plus puissant. Son physique ne correspond pas au modèle du joueur dominant. Certains recruteurs le trouvent de trop fragile. D'autres estiment qu'il ne résistera jamais au contact du football professionnel. À une époque où la puissance devient de plus en plus importante, son apparence suscite la méfiance. Des examens médicaux viennent même fragiliser davantage son rêve. Des interrogations sont évoquées sur sa respiration et sur sa capacité à supporter les efforts du très haut niveau. Pour beaucoup de jeunes joueurs, de tels avertissements auraient suffi à provoquer l'abandon. Mais Michel Platini refuse de laisser les médecins, les recruteurs ou les observateurs décider de son avenir à sa place. Ce refus devient le moteur de toute sa carrière. Platini comprend qu'il ne pourra pas gagner uniquement par la force. Il devra penser plus vite. Il apprend donc à observer les déplacements, à anticiper les rebonds et à comprendre les intentions de ses adversaires. Là où d'autres courent après le ballon, lui semble déjà savoir où celui-ci va arriver. Son intelligence de jeu devient son arme principale. À l'AS Nancy-Lorraine, il transforme peu à peu les réserves en admiration. Son toucher de balle est précis, ses passes traversent les défenses, ses coups francs deviennent rapidement célèbres. Il travaille ce geste pendant des heures, répétant encore et encore la même frappe jusqu'à pouvoir donner au ballon une trajectoire presque parfaite. Pour Platini, un coup franc n'est pas un simple tir, c'est une équation. Il faut analyser la position du mur, la distance, le placement du gardien et la rotation nécessaire. Lorsqu'il recule de quelques pas avant de frapper, le stade retient son souffle. Tout le monde sait ce qu'il va tenter, mais personne ne sait comment l'empêcher. En 1978, il offre à Nancy l'un des plus beaux moments de son histoire. Lors de la finale de la Coupe de France face à Nice, Platini inscrit le but décisif. Cette victoire représente bien plus qu'un trophée. Elle confirme que le jeune homme, autrefois jugé trop fragile, peut désormais décider du sort d'une grande rencontre. Quelques mois plus tard, la France entière commence à reconnaître son talent. Avec l'équipe nationale, il incarne une nouvelle génération ambitieuse. Le football français a connu de nombreuses désillusions, mais Platini apporte une promesse, celle d'un jeu plus audacieux, plus intelligent et plus spectaculaire. Après Nancy, il rejoint l'AS Saint-Étienne, le club le plus populaire de France à cette époque. Les Verts sont portés par le souvenir de leurs grandes campagnes européennes. Le public attend de Platini qu'il redonne au club sa grandeur passée. La pression est immense. En 1981, il remporte le championnat de France. Pourtant, son passage à Saint-Étienne laisse une impression contrastée. Il gagne, il marque et il séduit, mais il comprend aussi que sa carrière doit franchir une nouvelle étape. Pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, il doit quitter la France et affronter un championnat réputé plus difficile. En 1982, Michel Platini rejoint la Juventus de Turin. Son arrivée en Italie ressemble d'abord à une épreuve. Le championnat italien est tactique, physique et exigeant. Chaque geste est analysé. Chaque erreur est critiquée. La presse doute de sa capacité à s'imposer. Certains supporters regrettent déjà son recrutement. Les premiers mois sont difficiles. Platini souffre physiquement et peine à trouver sa place dans le système de jeu. Mais comme au début de sa carrière, il refuse de céder. Il observe, s'adapte et attend le moment où son talent pourra pleinement s'exprimer. Lorsque son entraîneur lui accorde davantage de liberté, tout change. Michel Platini devient le chef d'orchestre de la Juventus. Il ne se contente plus d'organiser le jeu. Il marque, dirige et transforme l'équipe. Il termine meilleur buteur du championnat italien à plusieurs reprises, un exploit exceptionnel pour un milieu de terrain. Entre 1983 et 1985, il remporte 3 ballons d'or consécutifs. Son nom entre définitivement dans la légende. En Italie, on le surnomme « le roi ». Les supporters de la Juventus admirent sa technique et son calme. Sur le terrain, il donne l'impression que le football est facile. Mais son chef-d'œuvre reste l'Euro 1984 avec l'équipe de France.
Le tournoi est organisé en France. Toute une nation attend enfin un grand titre. Platini est capitaine. La pression est considérable, mais il réalise une compétition presque parfaite. En 5 rencontres, il inscrit 9 buts, une performance extraordinaire. Il marque du pied droit, du pied gauche et de la tête. Il transforme les coups francs et intervient dans les moments décisifs. En demi-finale contre le Portugal, la France se retrouve au bord de l'élimination. Le match est tendu, épuisant, presque irrespirable. À la dernière minute de la prolongation, Platini reçoit le ballon dans la surface et marque. Le stade explose. Des millions de Français comprennent qu'ils viennent de vivre un instant historique. En finale, face à l'Espagne, Platini inscrit encore un but. La France s'impose et remporte le premier grand titre international de son histoire. Lorsque le capitaine soulève le trophée, son visage exprime la joie, le soulagement et la fierté de tout un peuple. À cet instant, Michel Platini n'est plus seulement un joueur, il est devenu une icône nationale. Pourtant, derrière cette gloire se profile déjà une part d'ombre. En mai 1985, lors de la finale de la Coupe d'Europe entre la Juventus et Liverpool, le drame du Heysel coûte la vie à 39 personnes. Le match est malgré tout disputé dans une atmosphère irréelle. Platini marque l'unique but sur pénalty, mais cette victoire restera à jamais liée à la douleur et au deuil. 2 ans plus tard, en 1987, il décide de prendre sa retraite à seulement 32 ans. Il aurait pu continuer, mais il affirme avoir perdu le plaisir qui guidait autrefois ses gestes. Il quitte le terrain au sommet, laissant derrière lui l'image d'un artiste, d'un capitaine et d'un homme qui avait changé l'histoire du football français. Personne ne pouvait alors imaginer que sa plus grande chute ne se produirait pas dans un stade, mais bien des années plus tard, dans les couloirs du pouvoir. Personne ne pouvait alors imaginer que sa plus grande chute ne se produirait pas dans un stade, mais bien des années plus tard, dans les couloirs du pouvoir. Après avoir quitté les terrains en 1987, Michel Platini ne disparaît pas du monde du football. Comment aurait-il pu en être autrement ? Toute son existence avait été construite autour de ce sport. Le ballon avait façonné son enfance, donné un sens à sa jeunesse et fait de lui une icône nationale. Même sans crampons, il restait convaincu qu'il avait encore quelque chose à apporter. Sa première grande mission est celle de sélectionneur de l'équipe de France. En 1988, il accepte de prendre les commandes des Bleus dans une période délicate. La génération dorée de l'Euro 1984 appartient désormais au passé, et le pays attend une reconstruction rapide. Platini tente d'imposer sa vision, un football intelligent, offensif, fondé sur la technique et la liberté. Les qualifications pour l'Euro 1992 sont presque parfaites. La France gagne tous ses matchs et commence à rêver d'un nouveau sacre. Mais la compétition tourne au cauchemar. Les Bleus sont éliminés dès le premier tour. Pour Platini, cette désillusion est profonde. Il découvre que diriger une équipe n'a rien à voir avec le fait d'en être le génie sur le terrain. Un joueur peut transformer une rencontre par son talent. Un sélectionneur doit dépendre des décisions, de la confiance et de l'état d'esprit de 20 autres hommes. Il quitte ses fonctions, mais ne renonce pas à servir le football autrement. Quelques années plus tard, Michel Platini joue un rôle important dans l'organisation de la Coupe du Monde 1998 en France. Le tournoi devient un immense succès. Les stades sont pleins, l'organisation est saluée et l'équipe de France remporte pour la première fois le titre mondial. Platini apparaît alors comme une figure respectée, capable de comprendre les exigences sportives, économiques et politiques d'un événement planétaire. Cette réussite ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Progressivement, il quitte le rôle d'ancien champion pour celui de dirigeant international. Son prestige lui donne accès aux plus hautes sphères du football, il participe aux décisions, rencontre les présidents de fédérations et apprend les règles complexes d'un univers où les alliances comptent parfois autant que les résultats. En janvier 2007, il est élu président de l'UEFA. Cette victoire est historique. Pour la première fois, l'une des grandes légendes du football européen prend la tête de l'institution qui organise les plus prestigieuses compétitions du continent. Son élection suscite de grands espoirs. Platini se présente comme le défenseur du jeu et des joueurs. Il affirme vouloir rapprocher les institutions du terrain. Il critique l'influence excessive de l'argent et soutient l'idée d'un football plus équilibré entre les grandes puissances et les petits pays. Sous sa présidence, il réforme notamment l'accès à la Ligue des Champions afin d'offrir davantage de place aux champions nationaux issus de fédérations moins puissantes. Il défend également le principe du fair play financier, destiné à empêcher les clubs de dépenser bien plus qu'ils ne gagnent. Pour ses partisans, il tente de protéger l'équité sportive. Pour ses détracteurs, certaines de ces réformes restent incomplètes ou renforcent malgré tout les intérêts des clubs les plus riches. Mais une chose est certaine, son influence grandit. Michel Platini n'est plus seulement l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Il devient l'un des hommes les plus puissants du football mondial.
Dans les réunions internationales, sa parole compte. Ses décisions peuvent modifier le destin de clubs, de compétitions et même de pays candidats à l'organisation de grands tournois. Très vite, beaucoup l'imaginent à la tête de la FIFA. Cette perspective devient réaliste en 2015. Sepp Blatter, président de la Fédération mondiale depuis de nombreuses années, est fragilisé par une série de scandales. La FIFA traverse une crise sans précédent. Plusieurs responsables sont accusés de corruption et l'opinion publique réclame un changement profond. Michel Platini annonce alors sa candidature. Pour lui, c'est l'aboutissement logique de toute une vie. Après avoir dominé le football comme joueur, puis dirigé l'Europe, il semble prêt à prendre les commandes du jeu mondial. Son nom, son expérience et son réseau lui donnent une position favorable. Pendant quelques semaines, son avenir paraît tracé. Puis une affaire surgit. Les autorités s'intéressent à un paiement de 2 millions de francs suisses versé en 2011 par la FIFA à Michel Platini. L'ancien président de l'UEFA explique que cette somme correspond au solde d'une rémunération pour un travail de conseiller réalisé plusieurs années auparavant auprès de Sepp Blatter. Selon les deux hommes, l'accord avait été conclu oralement. Mais l'absence de contrat écrit suffisamment précis soulève des soupçons. Les instances disciplinaires du football ouvrent une enquête. Le paiement est présenté comme potentiellement déloyal. Platini nie toute irrégularité. Il affirme qu'il a simplement été payé pour un travail réellement effectué. Malgré ces explications, la sanction tombe. Michel Platini est suspendu de toute activité liée au football. Sa candidature à la présidence de la FIFA devient impossible. En quelques semaines, l'homme qui se préparait à atteindre le sommet est rejeté hors du système. Pour lui, le choc est immense. La blessure n'est pas seulement politique ou professionnelle. Elle touche son identité la plus profonde. Depuis son enfance, Michel Platini avait toujours appartenu au football. Il avait connu les vestiaires, les tribunes, les bureaux de l'UEFA et les grandes cérémonies internationales. Désormais, il lui est interdit d'exercer la moindre fonction officielle. Son nom, autrefois associé à l'Euro 1984 et aux 3 ballons d'or, apparaît désormais à côté de mots comme suspension, affaire et scandale. L'ancien héros national doit se défendre devant les médias, les institutions et la justice. Il affirme alors être victime d'une opération destinée à l'empêcher de devenir président de la FIFA. Selon lui, certains responsables ne voulaient pas voir un ancien joueur aussi indépendant prendre le contrôle de l'organisation. Il parle d'un piège, d'une élimination politique et d'une volonté de détruire sa réputation. Les années suivantes deviennent une longue traversée du désert. Michel Platini multiplie les recours. Il conteste les sanctions, dénonce les procédures et réclame que la justice examine les faits. Mais le temps passe. Le football mondial continue sans lui. Une nouvelle direction s'installe à la FIFA. D'autres hommes prennent les postes qu'il espérait occuper. Le plus cruel n'est peut-être pas seulement d'avoir été suspendu. C'est d'avoir été privé de la possibilité de défendre sa candidature devant les fédérations. Platini ne perd pas une élection. Il est empêché de la disputer. Cette différence est essentielle. Un candidat battu peut accepter le verdict des urnes. Un homme exclu avant le vote restera toujours hanté par la question. Aurait-il gagné ? En juillet 2022, la justice suisse acquitte Michel Platini et Sepp Blatter. Le tribunal considère que les accusations pénales ne sont pas suffisamment établies. Pour Platini, cette décision représente un immense soulagement. Il affirme que son honneur a été restauré. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Le parquet fait appel, prolongeant encore l'incertitude. L'ancien champion doit une nouvelle fois retourner devant la justice. En mars 2025, un nouvel acquittement confirme la décision précédente. Après près de 10 années de procédure, Michel Platini peut enfin déclarer qu'il a gagné son combat judiciaire. Pourtant, cette victoire a un goût amer. La justice peut prononcer un acquittement, mais elle ne peut pas restituer le temps. Elle ne peut pas rendre les années perdues, effacer les gros titres ou remettre un homme à la place qu'il aurait pu occuper. Entre 2015 et 2025, le football mondial a changé. La FIFA a été réorganisée, de nouveaux rapports de force se sont installés et la carrière politique de Platini s'est refermée. C'est ici que se trouve la véritable dimension tragique de son parcours. Michel Platini n'a pas seulement perdu une fonction, il a perdu un destin possible. Il aurait pu devenir le premier immense joueur à diriger durablement le football mondial. Il aurait pu imposer sa vision, défendre ses réformes et être jugé sur ses actes. Au lieu de cela, il a passé une décennie à défendre son nom. L'homme capable autrefois de voir une passe avant tout le monde n'avait pas vu venir l'offensive qui allait bouleverser sa vie. Sur le terrain, il maîtrisait le ballon. Dans les institutions, il a découvert que le jeu pouvait être bien plus obscur, plus silencieux et plus impitoyable. À 71 ans, Michel Platini porte encore cette blessure. Il assure avoir retrouvé une forme de sérénité, mais ses déclarations montrent que la colère n'a jamais totalement disparu.
Il critique ceux qui gouvernent aujourd'hui le football et estime que le pouvoir s'est éloigné des joueurs, des supporters et de l'esprit du jeu. Il a été acquitté, il a défendu son honneur, mais il n'a jamais récupéré le royaume qui semblait lui être promis. Et c'est précisément à partir de cette absence, de ce rêve brisé et de cette décennie perdue que commence la dernière partie de son histoire, celle d'un homme de 71 ans vivant loin des sommets, mais toujours incapable de tourner complètement le dos au football. Et c'est précisément à partir de cette absence, de ce rêve brisé et de cette décennie perdue que commence la dernière partie de son histoire, celle d'un homme de 71 ans vivant loin des sommets, mais toujours incapable de tourner complètement le dos au football. Car Michel Platini n'a jamais cessé d'appartenir à ce monde. Même lorsqu'il en a été exclu, même lorsque les portes des institutions se sont refermées devant lui, le jeu est resté au centre de sa vie, de sa mémoire et de ses blessures. Aujourd'hui, l'ancien capitaine des Bleus apparaît plus discret. Il ne dirige plus de grandes organisations, ne participe plus aux réunions qui décident de l'avenir des compétitions et n'occupe plus cette place centrale qui était la sienne au début des années 2010. Pourtant, chacune de ses prises de parole continue d'attirer l'attention. Lorsqu'il parle de la FIFA, de l'UEFA ou de l'évolution du football moderne, ses propos sont rarement neutres. Il observe un sport devenu encore plus riche, plus mondialisé et plus dépendant des intérêts commerciaux. Les droits télévisés atteignent des montants vertigineux. Les calendriers s'allongent, les compétitions se multiplient. Les clubs les plus puissants cherchent constamment de nouvelles sources de revenus. Pour Platini, cette transformation pose une question essentielle. Le football appartient-il encore à ceux qui le jouent et à ceux qui l'aiment ? Ou est-il devenu un produit gouverné par des stratégies économiques ? Cette interrogation semble résumer son amertume. Lorsqu'il était président de l'UEFA, Michel Platini voulait être considéré comme un homme du terrain entré dans les institutions pour les transformer. Il croyait qu'un ancien joueur pouvait apporter une vision différente, plus proche des vestiaires et des supporters. Son projet n'était pas exempt de critiques, mais il reposait sur une conviction profonde. Ceux qui ont vécu le football de l'intérieur doivent participer aux décisions qui déterminent son avenir. À 71 ans, il regarde désormais d'autres hommes occuper les fonctions qu'il avait espéré exercer. Cette réalité doit parfois être difficile à accepter, non pas uniquement par ambition personnelle, mais parce qu'il demeure persuadé qu'il aurait pu faire les choses autrement. Le plus douloureux dans son parcours n'est peut-être pas la perte d'un titre officiel. C'est l'impossibilité de savoir ce qui se serait passé s'il avait pu aller jusqu'au bout de sa candidature à la FIFA. Aurait-il remporté l'élection ? Aurait-il réussi à réformer l'organisation ? Aurait-il résisté aux mêmes pressions que ses prédécesseurs ? Personne ne peut répondre à ces questions. Ce sont ces scénarios impossibles qui accompagnent souvent les grandes chutes. Michel Platini peut revoir les images de ses buts. Il peut compter ses trophées. Il peut relire les décisions de justice qui l'ont acquitté. Mais il ne pourra jamais revivre l'année 2015 et emprunter l'autre chemin, celui où sa candidature aurait été maintenue. Cette absence de réponse transforme sa victoire judiciaire en consolation incomplète. Il a défendu son honneur, mais pas son avenir. Pourtant, il serait injuste de considérer Michel Platini uniquement comme un homme blessé par les institutions. Son héritage dépasse largement les bureaux de la FIFA et de l'UEFA. Il appartient d'abord à l'histoire du football. 3 ballons d'or consécutifs, remportés en 1983, 1984 et 1985, témoignent de son immense domination. À une époque où les plus grands joueurs d'Europe se disputaient cette récompense, Platini a été reconnu 3 années de suite comme le meilleur d'entre eux. Très peu de footballeurs ont atteint un tel niveau de régularité et d'influence. Mais les chiffres ne suffisent pas à expliquer ce qu'il représentait. Michel Platini jouait avec une élégance qui semblait naturelle. Il n'avait pas besoin de gestes spectaculaires à chaque action. Sa force résidait dans la simplicité. Une passe courte pouvait déstabiliser toute une défense. Un regard suffisait à lancer un partenaire. Un coup franc pouvait transformer le silence d'un stade en explosion de joie. Il était un joueur qui pensait avant d'agir. Dans le football contemporain, où les performances physiques sont analysées au mètre près, Platini rappelle qu'une intelligence exceptionnelle peut être aussi décisive que la vitesse ou la puissance. Il ne dominait pas ses adversaires en les écrasant. Il les dominait en comprenant le match plus vite qu'eux. L'Euro 1984 demeure le sommet de cette maîtrise. 9 buts en 5 rencontres. Une équipe de France portée par son capitaine. Une demi-finale renversante contre le Portugal, puis cette finale face à l'Espagne qui offre au pays son premier grand titre international. Pour ceux qui ont vécu cet été-là, les souvenirs ne sont pas seulement sportifs, ils sont intimes. Des familles entières se réunissaient devant la télévision. Des enfants découvrirent le football. Des supporters qui avaient connu tant de défaites comprenaient enfin ce que signifiait gagner. Platini était au centre de cette émotion collective. Voilà pourquoi son image ne peut pas être entièrement détruite par les affaires.
Les procédures ont abîmé sa réputation. Elles ont créé des doutes et séparé le public entre ceux qui le défendaient et ceux qui ne lui faisaient plus confiance. Mais elles ne peuvent pas effacer les matchs déjà joués. Elles ne peuvent pas annuler les buts inscrits, retirer les trophées ou supprimer la joie vécue par des millions de personnes. Lorsqu'un supporter revoit Platini lever les bras après son but contre le Portugal, il ne pense pas nécessairement à un dossier judiciaire. Il revoit une époque, une jeunesse et parfois des proches aujourd'hui disparus. Le football devient alors un passage vers la mémoire. C'est peut-être pour cette raison que son histoire touche encore autant. Michel Platini ne représente pas seulement un champion, il représente le temps qui passe. Le jeune homme aux cheveux bouclés est devenu un homme de 71 ans. Les stades ont changé. Les joueurs de sa génération ont pris leur retraite depuis longtemps. Les supporters qui criaient son nom ont vieilli avec lui. Et pourtant, dès que les anciennes images réapparaissent, le roi Michel redevient éternel. À 71 ans, il mène une existence plus éloignée des projecteurs. Il profite davantage de sa famille et d'une vie moins rythmée par les réunions internationales. Cette distance lui a peut-être permis de retrouver une forme de calme. Pendant des décennies, il avait vécu sous la pression permanente du résultat, puis du pouvoir et enfin de la justice. Aujourd'hui, il peut observer le football sans avoir à emporter chaque conflit sur ses épaules. Mais peut-on réellement retrouver la paix après avoir été aussi proche du sommet? Ces déclarations montrent qu'une part de lui continue de combattre. Il veut que son nom soit associé à ses accomplissements plutôt qu'aux accusations. Il veut que l'on se souvienne de l'artiste avant le dirigeant suspendu. Il veut peut-être aussi convaincre l'histoire qu'il n'a pas été vaincu, mais empêché. Cette distinction semble essentielle pour lui. Michel Platini n'accepte pas l'idée d'avoir échoué. Il considère que son destin lui a été retiré avant qu'il ne puisse le défendre. Cette conviction lui donne encore de la force, mais elle l'empêche probablement aussi de refermer totalement la blessure. Alors, que lui est-il réellement arrivé? Il n'a pas disparu. Il n'a pas perdu la mémoire de ses exploits. Il n'a pas cessé d'aimer le jeu. Mais l'homme qui avait presque tout gagné sur un terrain a découvert qu'il existait des combats sans arbitre visible, des règles difficiles à comprendre et des défaites qui ne se décident pas devant le public. Il a connu la gloire, le pouvoir, la chute et l'acquittement. Il a été porté par un peuple, puis observé avec méfiance. Il a été célébré comme un roi avant de devenir un homme contraint de défendre son propre nom. Aujourd'hui, il reste debout, peut-être plus solitaire, peut-être plus méfiant, sans doute profondément marqué par les années écoulées, mais toujours conscient de la place qu'il occupe dans l'histoire. Et lorsque les dernières images défilent, lorsque l'on revoit ses coups francs, son maillot bleu et son sourire après l'Euro 1984, une vérité finit par s'imposer. Les institutions peuvent retirer un poste, les procédures peuvent suspendre une carrière, le temps peut transformer un homme, mais personne ne peut reprendre à Michel Platini ce qu'il a offert au football français. Il restera ce numéro 10 qui voyait avant les autres. Il restera le capitaine d'une génération devenue championne. Il restera malgré les blessures, les controverses et les rêves brisés, le roi Michel. Et peut-être est-ce là la véritable leçon de son parcours. Michel Platini nous rappelle que la gloire n'est jamais éternelle, que les plus grands champions peuvent eux aussi être fragilisés, contestés et contraints de se battre pour préserver leur nom. Mais il nous rappelle également qu'un héritage ne se résume pas aux titres officiels ni aux fonctions occupées. Il vit dans les souvenirs, dans les émotions partagées et dans ces images que le temps ne parvient pas à effacer. À 71 ans, Michel Platini reste une figure complexe, à la fois admirée et blessée, victorieuse et marquée par les regrets. Son histoire ne doit pas être racontée comme celle d'un homme disparu, mais comme celle d'un champion qui a traversé les sommets, les tempêtes et les silences, sans jamais cesser d'appartenir au football. Et vous, quel souvenir gardez-vous du roi Michel ? Son Euro 1984, ses coups francs, ses années à la Juventus ou son combat pour défendre son honneur? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de laisser un « j'aime ». Votre soutien nous permet de continuer à raconter avec respect et émotion les parcours des plus grandes légendes. À très bientôt pour une nouvelle histoire.